Nous allons parler télémédecine, télésanté avec une personne qui connaît très bien le sujet pour avoir été le fondateur de la Société française de télémédecine, Pierre Simon. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez et ensuite on va parler de l'historique. Puis déjà peut-être le côté sémantique, ce que représente la télémédecine, télésanté et parler d'historique. Très bien. Alors, moi, je suis médecin hospitalier, néphrologue, donc spécialiste des maladies du rein. Et donc, j'ai exercé dans un hôpital pendant 35 ans comme responsable d'un service de néphrologie, dialyse, transplantation. Et ensuite, j'ai fini ma carrière au ministère de la Santé de 2007 à 2010, où là, j'ai fait avec Dominique Acker, qui est actuellement à IGAS, un rapport sur la télémédecine pour la ministre de l'époque, qui était Roselyne Bachelot, et dans lequel on a euh, mis sur les principaux fondements, je dirais, d'une organisation des soins par la télémédecine. Et ensuite, comme je suis également juriste, nous avons contribué à l'écriture de la définition légale de la télémédecine dans la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, puis ensuite le décret d'application de la télémédecine du 19 octobre 2010. Puis, j'ai été président de la Société française de télémédecine que j'avais créée en 2006. J'ai été président pendant 5 ans, de 2010 à 2015. Et depuis 2015, je fais de l'accompagnement de projets, en particulier des gouvernements, à la demande de l'État français. Et j'ai accompagné successivement la Colombie, la Côte d'Ivoire, également l'État de Sao Paulo au Brésil. Et puis également, j'interviens dans le Maghreb. D'accord. Voilà. Tout d'abord, quand on parle de télémédecine, pour moi, ça n'a pas souvent été très clair. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que c'est encore clair jusqu'à présent. On parle de quoi et quel est le périmètre de la télémédecine? Et puis après, par rapport à d'autres termes qu'on entend, télésanté, etc. Alors, d'une part, il faut savoir que la télémédecine, c'est une vieille dame qui a un siècle. Et donc, à chaque fois qu'il a fallu délivrer des soins à distance, on s'est posé la question de la manière de les réaliser. Alors, la télémédecine est née en 1920 à New York, quand il y a eu les paquebots transatlantiques qui allaient du Havre à New York. Pendant la semaine de traversée, s'il y avait des malades à bord, il fallait qu'il y ait l'intervention médicale. Bon, et à cette époque, les solutions technologiques n'étaient pas très brillantes. Ça permettait quand même de garder le lien avec les bateaux. Et on peut dire que la vraie télémédecine a débuté dans les milieux des années 80, avec le début de l'apparition du numérique, et ça a été au Québec en particulier, entre l'hôpital de Montréal et les populations inuits du nord du Canada. Puis ensuite, il y a eu l'Europe qui s'est pas mal lancée avec notamment la Norvège qui a créé une université de télémédecine à Tromsø pour les villages situés dans le cercle antarctique du Nord. Et ensuite, il y a eu en France le vrai pionnier de la télémédecine, qui a été le professeur Louis Laringue, professeur d'anesthésie-réanimation au CHU de Toulouse, qui a lui-même fondé en 1968 le SAMU et qui a eu cette vision, disons, de la médecine à distance dans sa région de Midi-Pyrénées. Et c'est lui qui a le premier, dans les années 90, créé les téléconsultations, téléexpertises, disons, entre les hôpitaux de la région Midi-Pyrénées et le CHU de Toulouse. Et nous sommes arrivés en 2000, avec l'accès, disons, à l'Internet grand public, qui a lancé effectivement les pratiques de télémédecine et qui les a développées. Alors, la télémédecine, c'est la médecine à distance parce qu'on a besoin aujourd'hui, avec la mobilité, avec, disons, le développement des voyages, disons, à travers le monde, on a besoin d'avoir des soins à distance. Et quand il s'agit de soins médicaux, on appelle ça la télémédecine. Et qu'en France, dans la loi Ma Santé 2022 qui a été promulguée en juillet 2019, on a créé également une autre pratique
de soins à distance, qui est le télésoin, qui est réservé aux pharmaciens et aux auxiliaires médicaux. Donc, en résumé, quand on est professionnel médical, que ce soit médecin, sage-femme ou chirurgien-dentiste, lorsqu'on fait des actes à distance, on appelle ça télémédecine. Lorsqu'on est pharmacien, auxiliaire médical, lorsqu'on veut faire des soins à distance, on appelle ça télésoins. Et l'ensemble, télémédecine et télésoins, s'appelle télésanté dans le Code de la santé publique. D'accord. Quand on voit, par exemple, un reportage où on voit un chirurgien opérer à distance une personne. Alors, c'est la question qu'on me pose très souvent, si vous voulez. Alors, je vais peut-être décevoir ceux qui vont m'écouter. La téléchirurgie, en fait, ce n'est pas l'acte opératoire à distance. Aujourd'hui, je pense qu'il faut. Alors, il y a eu la fameuse expérience Lindbergh qui a été réalisée en 2001 entre New York et Strasbourg, où on a mesuré le temps d'activation d'un robot piloté à partir de New York. Bon, ça a fait le buzz dans les médias, mais je dirais qu'aujourd'hui, ça n'a pas été suivi d'actes chirurgicaux à distance, sauf sur les terrains de guerre. Hein. C'est vrai que l'armée a développé, disons, des solutions de chirurgie à distance. La téléchirurgie aujourd'hui est plutôt des pratiques de télémédecine qui permettent de sortir plus vite de l'hôpital et donc de réaliser ce qu'on appelle de la chirurgie ambulatoire et du suivi à domicile. Voilà, donc oui, même question sur un autre exemple. Quand on voit par exemple des services pour les résidents en EHPAD, ou du côté du résident avec une tablette tactile, par exemple, avec une tablette puis une visiophonie, vous avez d'un côté plus éloigné le docteur, le médecin, et puis de l'autre côté dans l'EHPAD, vous avez le résident avec un infirmier ou une infirmière. Ça, c'est la médecine également. Bien sûr, et c'est ce qu'on appelle l'acte de téléconsultation. La télémédecine se décline en 5 actes dans le décret de télémédecine du 19 octobre 2010. Il y a la téléconsultation, lorsqu'un médecin dialogue à distance avec un patient. Il y a la téléexpertise, lorsque le médecin dialogue avec un de ses confrères pour avoir des connaissances complémentaires sur un patient. Vous avez la télésurveillance à domicile, lorsque un patient qui a une maladie chronique est suivi à domicile, souvent par des dispositifs médicaux qui relèvent des services de l'e-santé. Hein. Et puis, vous avez la téléassistance qui permet, disons, à un professionnel de santé d'assister à un autre professionnel de santé à distance. Et enfin, vous avez la télérégulation médicale, c'est l'accès au centre 15, au SAMU centre 15, qui fait partie également des actes de télémédecine. Alors, pour répondre à votre question, dans les EHPAD, effectivement, on a développé des téléconsultations pour des patients qui souvent sont très handicapés pour se rendre chez leur médecin traitant, où le médecin traitant n'a pas aujourd'hui suffisamment de temps de se déplacer dans les EHPAD. Et donc, c'est vrai que la télémédecine appliquée aux EHPAD avec la téléconsultation a permis d'améliorer la prise en charge des résidents d'EHPAD. Et donc, comme ce sont des gens très âgés qui ne peuvent pas être autonomes dans le dialogue avec le médecin, ils sont assistés d'une infirmière. D'accord. Actuellement, on en est où dans le développement de la télémédecine? Donc, après, j'imagine que ça dépend des différents champs, mais en général, on en est où? Alors, pour faire très simple, je dirais que nous avons lancé la télémédecine en 2010-2011, d'ailleurs en Conseil des ministres, hein, c'était à l'époque, et elle ne s'est pas ensuite développée car nous n'avons pas obtenu de l'assurance maladie le passage dans le droit commun de l'assurance pour les actes de télémédecine. Et donc, nous sommes passés par une phase d'expérimentation qui a duré jusqu'en 2017 et qui n'a pas très bien marché. Et c'est le nouveau président de la République en 2017 qui, dans son programme de campagne, s'est engagé à faire passer la télémédecine dans le droit commun, ce qui a été effectif le 15 septembre 2018. Et depuis cette période, donc les pratiques de téléconsultation et de téléexpertise sont prises en charge dans le droit commun, c'est-à-dire qu'il y a un acte dans la nomenclature des actes médicaux de l'assurance maladie qui identifie un acte de télémédecine et qui rémunère les médecins qui le pratiquent.
Il faut reconnaître qu'en 2019, le développement a été lent, hein, et que l'arrivée de la période de la pandémie Covid a fait exploser les pratiques de téléconsultation dont tout le monde a parlé dans la presse. On a été en 2020 avec 20 millions de téléconsultations, alors qu'en 2019, nous n'avions réalisé que 60 000. Ah Et oui, donc, en 2021, ça continue. Je sais pas, ce ne sera pas le nombre de téléconsultations qu'on a observé en 2020, mais on sera environ, aujourd'hui, il y a 25% des médecins qui pratiquent la téléconsultation. d'accord. Là, une question qui me vient. Le développement de la téléconsultation, ça augmente ou ça baisse les coûts pour la société? Dans le sens, est-ce que moi, par exemple, si, bon, moi, j'ai jamais utilisé, mais si, est-ce que ça va me pousser à utiliser plus de contacts avec le médecin, donc plus d'actes avec le médecin, ou au contraire, ça va faire des économies à la société? Alors, dans tous les pays, on constate que l'accès au numérique en santé entraîne une augmentation de la consommation des soins médicaux et C'est que vrai. la téléconsultation fait partie de cette tendance, disons, consumériste des citoyens vis-à-vis du médecin. Est-ce que ça fait des économies? Je pense que oui, mais ce sont des économies qui se verront tardivement. Je pense que le dépistage précoce, la prévention des maladies grâce à des téléconsultations plus fréquentes entraînera certainement moins d'hospitalisation dans les prochaines années. C'est le pari que font la plupart des assureurs. D'accord. Autre question qui me vient, il y a assez de médecins en France pour faire à la fois des rendez-vous physiques plus la téléconsultation? Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans un système où les médecins libéraux sont surchargés de travail. Alors, on en connaît les raisons, hein. Je pense que euh, euh, en termes de nombre, on ne peut pas dire par rapport aux autres pays, si on se compare, qu'on manque de médecins en France. Par contre, le temps de travail a considérablement diminué, hein, par rapport à la période du XXe siècle. Un médecin travaille en moyenne chaque semaine autour de 40 heures, alors que ses aînés travaillaient 60 à 70 heures. Donc il y a une diminution importante du temps de travail médical que nous devons rattraper par un numerus clausus qui s'est élargi, c'est-à-dire que l'accès aux facultés de médecine aujourd'hui est plus facile que de l'était il y a quelques années. D'accord. En juin, le 3 juin, quand on a préparé, vous m'avez dit que le 3 juin, il y avait un décret qui concernait la télémédecine. Oui, absolument. Alors, c'est un décret qui est important. Moi qui suis un petit peu l'évolution des pratiques à distance, soit la télémédecine ou le télésoin depuis une bonne dizaine d'années, je trouve que le décret qui est sorti le 3 juin est un décret très important, qui n'est pas encore bien, je dirais, interprété par les acteurs de santé ou même par la population. Alors, premièrement, si vous voulez, la période Covid avait révélé de la part des acteurs de santé, disons, des contraintes dites réglementaires dont se plaignaient, disons, les professionnels de santé. Et je pense que déjà dans ce nouveau décret du 3 juin, certaines contraintes ont été enlevées, hein. Donc les pouvoirs publics ont tiré la leçon de la période Covid, et en particulier ce qui faisait peur aux médecins, qui était l'obligation d'informer, de recevoir le consentement du patient, qui était marqué dans le décret de télémédecine, a été enlevé, bien qu'il persiste une obligation légale d'informer un patient et de recevoir son consentement depuis 2002, depuis la loi Kouchner sur les droits des patients. Mais disons que cette partie du décret faisait peur. Et donc aujourd'hui, le décret a créé une obligation de ce qu'on appelle de pertinence des actes de télémédecine et de télésoins. C'est-à-dire que le professionnel de santé, que ce soit le médecin, le pharmacien, l'auxiliaire médical, lorsqu'il pratiquera à distance, que ce soit la médecine ou le soin, devra juger de la pertinence de son acte à distance. Et alors ça, c'est une donnée tout à fait importante, car il y a eu un débat
en 2019 sur la question de savoir si la télémédecine devait se faire à l'initiative des citoyens, c'est-à-dire les citoyens qui appellent des plateformes, ou si ça devait être maîtrisé par les professionnels de santé. Donc, il y a eu un débat autour de, je dirais, de ce qu'on a appelé l'avenant 6 de la convention médicale qui a été signée avec l'assurance maladie. Mais je crois que tout ça est derrière nous et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de ce décret du 3 juin, c'est la notion de pertinence de l'acte qui est laissée à la responsabilité du professionnel de santé, qu'il soit médecin, qu'il soit pharmacien ou qu'il soit auxiliaire médical. Alors, l'autre point de ce décret qui me paraît très important, c'est que on met l'accent toujours sur la traçabilité, disons, des actes à distance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un acte à distance sans qu'il y ait une trace dans un dossier du patient. Et là, aujourd'hui, avec l'espace du numérique en santé qui va exister à partir du 1er janvier 2022, il y aura un DMP pour tout citoyen français. Et donc, on pourra mettre dans ce DMP tous les actes de télémédecine ou de télésoins. Et puis, je dirais que il y a également la prise de conscience suite à la Covid-19 que la téléconsultation n'est pas forcément un acte dégradé de la médecine. Beaucoup de médecins qui ont été confrontés avec la téléconsultation pendant la période Covid on dit oui, bon, c'est très bien pendant une période d'urgence, mais ce n'est pas de la médecine, c'est une forme dégradée de la médecine. Donc moi, je pense qu'ils ont tort de dire ça et qu'aujourd'hui, on peut faire de la très bonne médecine, disons, par un interrogatoire bien structuré, bien ciblé d'un patient à travers un écran. Et je pense que la téléconsultation doit être redécouverte avec des formations professionnelles et j'espère que les formations universitaires qui se mettent en place permettront de rassurer les médecins qui sont formés, je dirais, à la médecine du XXe siècle, c'est-à-dire une médecine très tactile ou qui repose sur l'examen physique, alors qu'aujourd'hui, nous avons des études scientifiques qui montrent que l'approche d'un diagnostic médical peut se faire par un interrogatoire dans 70% des cas et que l'examen physique n'apporte de solutions complémentaires que dans moins de 6% des cas, avec les examens paracliniques pour 25%. Donc, vous voyez, là, on a des références qui permettent de porter, disons, la télémédecine, en particulier la téléconsultation, pour qu'elle puisse se développer. Toujours, si on parle entre guillemets de l'instant présent, quels sont les pays les plus avancés en télémédecine dans le monde? Alors, il y a effectivement, comme on dit, un marché de la téléconsultation. Hein. Alors bon, je dirais que dans le cadre du développement commercial des solutions de télémédecine, il y a un marché qui est grandissant, indiscutablement, qui est important aux États-Unis, qui commence à devenir important en Europe. Donc, si on juge la télémédecine par le marché des solutions numériques qui permettent de faire ces pratiques à distance, effectivement, il y a des pays qui sont en plein développement et l'Europe commence également à se développer. En termes de pratique de la télémédecine, je différencie bien les services de télémédecine et les pratiques de télémédecine. Et il y a le nord de l'Europe qui est certainement plus en avance que nous. Ce sont des petits pays. Ils ont eu des stratégies de développement des solutions de télémédecine, disons, un peu avant nous. Je vous ai parlé de la Norvège, hein, qui était pionnière dans la télémédecine dès le début des années 80. Et la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark sont des pays qui ont des solutions de télémédecine qui sont bien avancées. Il ne faut pas dire que la France soit très en retard, parce que la France se distingue par son histoire, d'une part, une histoire clinique, et puis par son mode
d'exercice, puisque nous avons un tissu de professionnels de santé libéraux qui n'existe pas, par exemple, dans les pays nordiques, hein, où les professionnels de santé sont pour la plupart des salariés de l'État. Et donc, nous avançons avec notre système de santé. Moi, j'apprécie beaucoup la stratégie actuelle d'acquérir une souveraineté disons, numérique dans tous les domaines du numérique en santé en France, portée par Dominique Pont et Laura Le Tourneau, et le ministre de la Santé actuel, et que je pense véritablement que par rapport à d'autres pays voisins de l'Europe, nous allons devenir un petit peu leader dans ce domaine. Hein, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse trop de bashing français, comme on a l'habitude de le faire. Il faut que je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France est quelque chose de très important et je suis fier de voir cette stratégie menée à tambour battant depuis 2018 par l'équipe de la délégation du numérique en santé. Si on se projette maintenant dans l'avenir, en 2030. Alors, en 2030, on n'aura pas la médecine d'aujourd'hui, indiscutablement, puisque on a l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas. Alors, l'intelligence artificielle est déjà effective dans tout ce qui concerne le traitement de l'imagerie médicale. Hein. Alors, c'est très facile avec un algorithme de traiter des pixels hein, et puis d'être plus performant que l'œil humain. Hein. Ce qu'on attend d'ici 2030, c'est que le traitement des données de santé, avec tout ce qui se construit actuellement en France autour du Health Data Hub, hein, qui est notre cloud de données de santé, on peut penser que le développement de l'intelligence artificielle permettra d'avoir des aides diagnostiques et thérapeutiques dans les pratiques médicales. Alors, quel sera le médecin qui sortira des facultés de médecine en 2030, puisque là, les formations au numérique en santé ont commencé en septembre 2020. Donc, vous voyez, c'est quand même tout récent. On est en train de préparer également dans les autres instituts de santé, les infirmiers, les pharmaciens, etc. Le numérique maintenant est au programme des études et on est en train de préparer une nouvelle génération de professionnels de santé qui sortiront notamment pour les médecins vers les années 2030 et qui pratiqueront la médecine de façon différente. Alors, j'aime bien ce que dit le président de l'université Thomas Jefferson de Pennsylvanie, qui est le professeur Klasko, qui, quand il parle de 2030, hein, je crois qu'il y a un consensus pour dire que véritablement la nouvelle médecine du 21e siècle existera en 2030. Il dit qu'en 2030, eh bien, le médecin sera considérablement aidé dans sa démarche diagnostique, thérapeutique par des algorithmes de l'intelligence artificielle. Nous serons dans la médecine algorithmique, mais par contre, il y aura une plus grande action des professionnels de santé en général dans la prévention des maladies. Et il a cette phrase que je trouve très très bonne, qui est de dire que en 2030 et après, on jugera la performance d'un médecin, sa compétence, plus sur sa façon de prévenir les maladies que sur sa façon de les soigner. D'accord. D'accord. Une conclusion à l'émission? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la télémédecine et enfin de la télésanté aujourd'hui. Hein, quand on associe télémédecine et télésoins, on rentre manifestement dans une ère totalement nouvelle. Les professionnels de santé doivent se former, puisque déjà que le télésoin et que le décret dont on a parlé tout à l'heure, les professionnels de santé qui sont en exercice doivent pouvoir se former s'ils désirent la pratiquer. Mais je pense qu'il ne faut pas créer de stress parmi les professions de santé qui ne sont pas prêtes à épouser le numérique en santé. Il faut véritablement être patient et attendre les années 2030 et suivantes pour véritablement connaître, disons, l'action du numérique en santé sur les pratiques à distance que sont la télémédecine et le télésoin.
Merci beaucoup Pierre Simon. Je rappelle que vous êtes le président, fondateur à l'époque de la Société française de télémédecine et que vous accompagnez actuellement des projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.